c'est l'histoire d'une femme oubliée, d'un commandant allemand prêt à frapper le cœur de la France et d'une armée française prise totalement au dépourvu. Voici l'un des plus grands scandales militaires de la Première Guerre mondiale, le scandale du commando Tilling. Septembre 1914. La guerre vient tout juste de commencer. L'armée française, alors auréolée du prestige d'une puissance mondiale, pense avoir stoppé l'avancée allemande grâce à la bataille de la Marne. Pourtant, dans l'ombre, un petit commando ennemi pénètre en plein territoire français. Sa mission, saboter la logistique française, couper les ponts, détruire les voies ferrées et paralyser les renforts vers le front. Son nom, le commando Tilling. Avant de poursuivre la vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour améliorer le référencement de la chaîne et à vous abonner pour ne pas manquer les autres vidéos et documentaires. Son chef, un capitaine allemand du génie, dirige 19 sapeurs spécialement entraînés. Quitte l'Aisne le 13 septembre 1914 pour infiltrer les lignes arrières françaises. Objectif, l'île aux Bœufs, sur la Seine, entre Wasseul et Tourville-la-Rivière, une cible stratégique. Puis le 14 septembre, en pleine nuit, il croise un dragon français. Repéré, il se disperse. 10 hommes sont abandonnés par Walter Tilling. Affamé, il croise un certain Constantin Bertin. On l'interroge et les Allemands lui demandent où il compte aller. Il doit déjeuner chez sa sœur à la ferme du Moulin, à Montrenard. Les Allemands le suivent, alors chez Madame Gaudin. Puis un adolescent de 15 ans, nommé André Lenormand, survient inopinément dans la maison de Madame Gaudin. Cette dernière lui murmure « Des Allemands, des Allemands !» Le jeune homme prévient alors son père. Ce dernier part alors avertir le colonel de la place, mais il refuse d'y croire. À cette époque, les signalements d'espions pullulent. Cette fois, c'était vrai. 16 septembre 1914. La rencontre qui change tout. Octavie Delacour. Cette femme de 56 ans marche seule, depuis la commune de Martigny jusqu'à Ferrières-en-Bray. Arrivée à Neufmarché, un petit village, elle est contrôlée par un homme. L'uniforme ne trompe pas. Elle a l'expérience de la guerre 1870. C'est un Allemand. Cela ne fait aucun doute. Tilling leur donne de se taire et l'intimide. Octavie, apeurée, puis déterminée, décide de prévenir les passants qu'elle croise. Elle décide alors d'avertir le maire, Monsieur Couverchel. Il ne la croit pas. Pour vérifier, il envoie son garde champêtre qui ne constate rien. Alors, la vieille femme continue à pied, 7 km plus loin, jusqu'à Gournay-en-Bray. Cette fois, elle tombe sur le maréchal des logis en chef, un homme de 47 ans nommé Jules Cronier. Lui aussi doute. Il raconte. Ceci est bien compréhensible car en ces jours tragiques de 1914, il ne se passait pas d'heure pendant laquelle les gendarmes ne soient alertés par des personnes à l'imagination fertile qui prétendaient avoir rencontré des espions. Mais il décide d'appeler la brigade de Mainville pour aller constater lui-même. Direction le hameau de Rougemar. Dans les bois, un soldat est repéré. Cronier, 2 gendarmes de la brigade, Eugène Preitz et Eugène Lebas, sont armés de revolvers et de carabines. Il y a également parmi eux un instituteur, Edmond Noiret, âgé de 23 ans, 2 civils, Fernand Blacher et René Allais. Ils le prennent alors en chasse. Des coups de feu éclatent. C'est un guet-apens. Le jeune Fernand Blacher est tué. Mais c'est la preuve. Les Allemands sont bien là. Noiret et Allais réussissent à s'échapper. La brigade de Melvin arrive, à bicyclette. Mais c'est trop tard. Les Allemands se sont déjà dispersés. Mais grâce au sergent Leroy et Hervieux, qui connaissent les lieux, une embuscade est tendue au Val-Renou. Le 17 septembre, le commando est capturé avec, en prime, Walter Tilling, blessé, et ses 6 hommes. Comment a-t-on pu en arriver là? La désorganisation générale de l'arrière du front en 1914 est sans doute l'élément le plus probable de l'explication. Une anecdote plutôt intéressante pourrait aussi expliquer cette mésaventure. Les uniformes. Les Français confondaient généralement souvent l'uniforme britannique et l'uniforme allemand. Certains pensent également que les brigades de la gendarmerie, occupées par des soldats âgés, étaient incompétents. Dans la plupart des effectifs, qu'on estime à environ 25 000 en 1914, étaient des soldats expérimentés. Cronier, par exemple, était réserviste. Au début de la Grande Guerre, l'organisation de la gendarmerie était encore à ses prémices. Clémenceau a voulu, dès 1906, créer une gendarmerie mobile, ancêtre de notre gendarmerie actuelle. Si vous voulez, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le tueur en série français, Henri-Désiré Landru, qui relate très bien cette époque. Mais les éléments choquants sont ceux-là. Un commando ennemi a traversé plus de 200 km le territoire français sans être inquiété. L'état-major n'a rien vu venir, aucune anticipation, aucun renforcement de la surveillance de l'arrière, qui pourtant était censé être sécurisé. Et dans les journaux de marche et opérations, l'affaire est évoquée sans aucune remise en question. Ce sabotage aurait pu changer le cours de la guerre, couper les lignes logistiques
empêcher les renforts d'atteindre la Marne à travers cette artère vitale du chemin de fer, Paris-Rouen-Le Havre était sans doute l'une des meilleures stratégies pour les Allemands pour éviter les ravitaillements d'hommes sur le front de l'Est français. Octavie de la Cour recevra la croix de guerre décernée par le général Damade. Elle restera dans l'ombre, sans reconnaissance nationale. L'état-major, lui, ne communiquera jamais publiquement sur cette énorme faille. Dans l'article reprenant le livre de Jacques Heuillard, Le combat de la Rouge Mare, Octavie de la Cour est associée à un témoin gênant. Cette appellation est plutôt explicite. Tout ce silence qui englobe cette affaire, la reconnaissance d'Octavie de la Cour, cette non-remise en question de l'état-major et cette inconscience, car il faut le bien dire, mais cette affaire aurait pu conduire à des catastrophes stratégiques, constitue l'un des plus grands scandales militaires de l'armée française durant toute la Première Guerre mondiale. Car sans faire d'Uchronie, sans l'œil aiguisé de Madame de la Cour, sans le courage de ses gendarmes, comme Jules Cronier et ses acolytes, quelle aurait été cette finalité? Aurait-on perdu la bataille de la Marne? Nul ne le sait. Rappelons que l'institution militaire a fortement été ébranlée après la Première Guerre mondiale. Après l'affaire des fusillés et des mutins, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je traite ce sujet dans une prochaine vidéo sur la chaîne, et ces batailles sanglantes, malgré la victoire, elle a essayé dès 1919 de redorer son image en excluant par exemple tous les symboles ennemis dans les territoires reconquis comme l'Alsace et la Lorraine. Tout comme ses commémorations à outrance, l'objectif était de rassembler toutes les sphères sociales et économiques autour d'un même symbole, le drapeau français. L'historien Antoine Prost le relate dans ses travaux, notamment sur sa thèse qu'il a pu mener avec pour titre « Les anciens combattants et la société française ». Alors dites-moi dans les commentaires si, pour vous, il s'agit de l'un des plus grands scandales de la Première Guerre mondiale. Et n'hésitez pas à partager vos suggestions, que celles-ci deviennent des vidéos.